Donc je me permets de reprendre la question, tout simplement, la question de la citoyenneté mondiale aujourd'hui, le thème de l'intervention, et je pars d'une chose très simple, pour commencer presque une évidence. Dire que je vais parler de la citoyenneté mondiale aujourd'hui, cela suppose au moins deux choses. Ça suppose d'abord qu'il y a une question concernant la citoyenneté mondiale, et ça suppose deuxièmement que le concept de citoyenneté mondiale connaît aujourd'hui, à la période contemporaine, une modification qui est digne d'être relevée. Alors ce que j'appelle ici la question de la citoyenneté mondiale, comme s'il n'y en avait qu'une, c'est la question du sens de ce concept. Parce que celle-ci englobe ou suppose, à mon avis, toutes les autres, c'est-à-dire celle de ses différents usages, de sa pertinence, de son histoire, etc. Donc ce que je me propose de faire ici, c'est de me demander très simplement, y a-t-il une modification du sens du cosmopolitisme à l'époque contemporaine? Et si oui, en quoi consiste cette modification? Bon, je formule cela ainsi sous forme de question uniquement pour me donner une bonne conscience philosophique, puisqu'en fait c'est une fausse question. Ma thèse précisément, ça consiste à répondre par l'affirmative. Ça consiste à dire que le concept de cosmopolitisme acquiert aujourd'hui une effectivité nouvelle dont je me propose de clarifier les principaux traits dans cette intervention. Alors pour ce faire, je vais m'appuyer sur les différents textes auxquels on a fait référence, mais je commencerai par me demander d'abord de quoi parle-t-on quand on parle de cosmopolitisme aujourd'hui? Et puis, une fois clarifié ce point qui est un point très général, un point de départ très général, je propose de me concentrer sur ce qui me semble être la double spécificité contemporaine, c'est-à-dire d'une part le cosmopolitisme de fait dans lequel nous sommes pris, et puis d'autre part la possibilité d'une acception politique et institutionnelle du concept, évidemment avec certaines critiques qu'elle rencontre. Alors, bien que la question par laquelle je me propose de commencer, c'est-à-dire ce que je disais à l'instant, de quoi parle-t-on quand on parle de cosmopolitisme, bien que cette question donc puisse sembler naïve, la lecture des différents auteurs qui se réclament du cosmopolitisme nous oblige à la poser en ces termes. Les usages du terme cosmopolitisme dans la recherche contemporaine, si vous voulez, sont tellement variés, recouvrent tellement de sens différents, qu'on ne sait plus, quand on lit, quand on se plonge dans cette biblio-là, on ne sait plus si des auteurs différents parlent encore du même objet. À ce titre, il y a une référence qu'on donne de temps en temps, c'est un chercheur de l'université de Dublin. Je le donne comme nom propre, mais il ne compte pas vraiment, c'est un clin d'œil, c'est un exemple, donc pas de panique. On ne compte pas. Voilà, en l'occurrence c'est Holton, qui recense 280 occurrences différentes de la notion uniquement dans la littérature sociologique anglo-saxonne entre 92 et 2008. Donc il y a cosmopolitisme féministe, cosmopolitisme romantique, cosmopolitisme transgénérationnel, cosmopolitisme empirique, et à chaque fois 2-3 références dans les travaux contemporains, dans les travaux sociologiques contemporains. 280 entrées différentes. Voilà. Ce qui est une manière de montrer à quel point la période de laquelle on sort, à mon avis, qui a couru de années 90 à années 2000, fut propice à un essor considérable de la notion, y compris dans des domaines non strictement philosophiques. Alors quand on part de ce constat, je crois qu'il faut abandonner l'idée qu'on puisse définir le cosmopolitisme de façon précise, de façon univoque, sous peine de réduire certaines philosophies ou certaines analyses à des caricatures. Par exemple, si on se contente de la tautologie, le cosmopolitisme, c'est le fait de se sentir citoyen du monde, sans analyser cette phrase-là. Cependant, la pluralité des significations, qui est une explosion des significations dans la recherche contemporaine, n'interdit pas d'essayer d'y mettre un peu d'ordre. C'est ce que je veux commencer par faire. Bien sûr, le concept de cosmopolitisme peut désigner plusieurs choses selon les auteurs, selon les contextes, selon les disciplines aussi, mais cette multiplicité de significations doit être clarifiée, et c'est ce que je veux faire pour commencer. Quel usage peut-on donc faire du terme de cosmopolitisme? Dans le langage ordinaire, on peut tout à fait dire qu'une rame de métro est cosmopolite. Et évidemment, ce n'est pas la même chose que de dire que Kant évoque au 3e article de son projet de paix perpétuel, par exemple,
un droit cosmopolitique. Évidemment, là, il y a des manières d'envisager le concept qui varient énormément. Alors je propose de distinguer, ce que je faisais dans un ouvrage de 2012, je propose de distinguer quelques manières d'utiliser le concept et quelques types de cosmopolitisme. Je les rappelle très brièvement, ça nous permet après, pour la suite de la communication, d'y voir un peu plus clair. Je crois qu'il y a 4 modalités du cosmopolitisme, pour commencer. Et puis il y a différents types de cosmopolitisme, par la suite. D'abord, le cosmopolitisme comme manière d'être. Ça désigne le fait de vivre comme cosmopolite, sans qu'il y ait nécessairement de fondement théorique à cette pratique. Par exemple, quelqu'un qui est nommé dans telle ou telle branche d'une grande multinationale, qui bouge de ville en ville au gré de sa carrière, on peut dire qu'il a une vie de cosmopolite. Tout le monde comprendra ce que ça veut dire si on le dit dans un dîner. Ça ne veut pas dire qu'il ne se sente pas de telle ou telle nationalité, ça veut simplement dire que sa manière de vivre, est cosmopolite. Le cosmopolitisme peut aussi désigner une réalité sociologique. Et là, ça signifie la coexistence dans un même lieu de communautés ou d'individus d'origine et de cultures différentes. C'est en ce sens qu'on peut dire que certaines villes ou certains quartiers sont cosmopolites. Il y a ensuite le cosmopolitisme comme projet politique, qui désigne le fait de vouloir construire sur le plan politique des cadres obéissant aux principes du cosmopolitisme, ou des institutions supranationales qui obéissent à ces principes. Alors, vous voyez que c'est d'une nature très différente des deux premières modalités. Les 2 premières modalités, tout le monde les comprend. La troisième, tout le monde la comprend aussi, mais je veux dire, elle est moins courante. Et c'est précisément sur ce 3e point que je rentrerai plus dans le détail dans la suite de la présentation, puisque c'est mon angle de travail. Et puis, 4e modalité possible, c'est formel, hein, bien sûr, mais enfin, c'est pour donner un peu de cadre. Plus largement, il y a aussi le cosmopolitisme comme conception du monde, qui désigne la manière dont un individu peut fonder sa vision de la justice, de la morale, son éthique personnelle, à partir d'une appartenance au monde, et non à partir d'une appartenance locale. Voilà pour les 4 modalités. Et cela, ça permet de distinguer différents types de cosmopolitisme qui renvoient à des pratiques différentes dans la recherche contemporaine. Évidemment, ce que je vais présenter maintenant, ce ne sont pas des types qui sont exclusifs les uns des autres, mais je choisis de les distinguer pour, encore une fois, qu'on y voit un peu plus clair dans la suite de l'intervention. J'en distingue 5. Alors, type de cosmopolitisme. Le premier type, c'est le cosmopolitisme moral. C'est celui qui est le plus directement en lien avec l'héritage antique, et il est souvent présenté aujourd'hui encore comme étant la forme la plus représentative des études cosmopolitiques contemporaines. C'est même, chez beaucoup d'auteurs actuels, le fondement des analyses, et les philosophes critiques concentrent fréquemment leurs attaques sur ce type-là. Il s'agit d'une interrogation sur les conséquences morales de la revendication d'une citoyenneté mondiale. Voilà, cosmopolitisme moral. Quelles sont les conséquences morales de la revendication d'une citoyenneté mondiale? Qu'est-ce que ça implique de considérer que la première allégeance est le monde? Et est-ce que c'est seulement possible? Voilà. Cette perspective, elle est empruntée aujourd'hui notamment par Martha Nussbaum et Charles Bates. Je le donne comme clin d'œil simplement, hein. Elle ne se contente pas de reprendre l'héritage antique, elle s'interroge très précisément sur les conditions sous lesquelles on peut considérer que la situation mondiale, par exemple, est injuste. Elle est inégalitaire, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'elle soit injuste. Et donc sur les manières de répondre à cette injustice. Il y a des textes très, très concrets dans lesquels on part de questions de, comment on pourrait dire, de morale ordinaire. En quel sens peut-on dire qu'il est juste de payer à ma fille des études supérieures qui coûtent très cher? C'est la question de Martha Nussbaum. Alors que je sais dans le même temps qu'avec cet argent-là, je pourrais permettre à plein d'enfants de survivre. C'est une question qui a l'air très simple, hein, bien sûr, mais enfin qui est très essentiellement fondée sur la perspective cosmopolitique. Cosmopolitisme moral, donc d'abord. Cosmopolitisme politique.
ou institutionnel, ensuite. Alors cela, c'est le cosmopolitisme qui essaye de traduire l'idéal cosmopolitique dans le domaine politique. C'est ce que je disais plus haut. Que faire pour donner plus de réalité ou d'épaisseur au monde dont on veut se dire citoyen? Comment faire pour que ça ait du sens sur le plan politique? Ma thèse, c'est que ce type de cosmopolitisme est précisément celui qui marque l'entrée de l'idée cosmopolitique dans une nouvelle époque. Il y a une nouveauté de la période contemporaine de ce point de vue. On y reviendra, notamment pour essayer de mettre au jour certaines des causes et des conséquences de ce changement. Donc je vais vite, je passe au troisième type, qui est le cosmopolitisme que je propose d'appeler le cosmopolitisme culturel. C'est celui qui considère les rapports entre une appartenance au monde et une appartenance culturelle définie. Alors ça a l'air de ne relever que des études culturelles actuelles. C'est en fait très essentiel, y compris pour le cosmopolitisme politique. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu, ce qui met au jour, à mon avis, ce qu'on pourrait appeler une sorte de conflit des loyautés, c'est-à-dire comment tu penses la concurrence possible entre les différentes loyautés. Voilà. Alors je le détaille un peu. Les questions qui se posent au cosmopolitisme culturel, je crois que ça tourne toujours autour de ce type d'interrogation. Dans quelle mesure une culture particulière se trouve remise en question dans sa structure même par son rapport au reste du monde? Cela suppose de se demander par exemple si des cultures doivent être préservées et si oui, au nom de quoi? Cela suppose aussi de s'interroger sur la réalité de l'uniformisation culturelle du monde dont on pense parfois qu'elle accompagne les processus de mondialisation. J'ai l'impression que le son saute de temps en temps, c'est bon? C'est bon, on entend? Cela suppose aussi de s'interroger sur la nature même des cultures prétendument particulières. Par exemple, en se demandant, une culture peut-elle vraiment être particulière? De fait, certains processus de mondialisation, et je pense principalement au développement des contacts entre les peuples, aux transformations économiques, etc., certains processus ont été la cause de ce qu'on pourrait appeler littéralement l'effondrement de certains modes de vie. Je rappelle un titre de Chinua Achebe, d'un ouvrage de 1958 qui s'appelle « Le monde s'effondre », dont le titre est très parlant, je crois, c'est de la littérature. Ça raconte la colonisation du Bas-Niger au moment où ça s'est passé. Je rappelle l'histoire, pas du tout, je raconte l'histoire, puisque je ne vais pas faire comme si... En l'occurrence, là, on suit un personnage qui s'appelle Okonkwo, un personnage qui est banni de son village pour avoir commis une faute. Il est banni pendant très longtemps, la colonisation intervient et il revient au village. Il revient au village en s'attendant à être glorifié, porté au nu, parce qu'il a subi un bannissement, mais maintenant c'est passé. Et il retrouve son village ayant intégré d'autres normes que celles qui le structuraient lorsqu'il en a été banni, lorsqu'il en a été chassé. Son monde s'est effondré. Voilà, son monde s'est effondré. Or, il se trouve que ce type de problème n'est pas du tout anecdotique. Cet effondrement peut être problématique. Cet effondrement de certains mondes, pour qu'advienne un monde duquel je puisse dire que je suis citoyen, cet effondrement peut être problématique pour le cosmopolitisme lui-même. C'est paradoxalement un effondrement anti-cosmopolite qui est dû pourtant à la circulation plus grande des idées et des personnes. Donc la cosmopolitisation du monde ne va pas sans poser des problèmes au regard de l'idéal cosmopolitique lui-même. Cosmopolitisme moral, politique, culturel. Il y a ensuite le cosmopolitisme sociologique, qui renvoie à l'analyse d'une réalité sociale, à l'échelle domestique ou à l'échelle mondiale. Quels sont les enjeux des sociétés dont on dit qu'elles sont cosmopolites? Voilà. Ici, cosmopolite, ça semble signifier simplement multiculturel, si vous voulez. Ce type-là part du constat d'une sorte de cosmopolitisme de fait, qui m'intéressera dans la suite de l'intervention. Un cosmopolitisme de fait, c'est-à-dire un cosmopolitisme qui ne relève plus d'un effort intellectuel de projection de soi, au-delà de soi, comme c'était le cas dans l'Antiquité, j'en dirai un mot, mais qui, tout simplement, est dorénavant un donné sociopolitique qui a des conséquences que l'on doit analyser. Ça, c'est le cosmopolitisme sociologique. Et puis, il y a le cosmopolitisme juridique, qui est au croisement probablement du moral et du politique. Ce sont uniquement des grands tableaux que je dresse.
Cosmopolitisme juridique qui renvoie historiquement aux analyses qui se situent dans la perspective kantienne de la pensée d'un droit cosmopolitique. C'est une expression, le droit cosmopolitique, chez lui, qu'on trouve donc, là pour le coup c'est une référence assumée, dont on ne peut pas faire l'économie, qui se trouve dans son petit texte qui s'appelle le Projet de paix perpétuel, qui paraît en 1795, et au 3e article duquel il explique que le droit cosmopolitique, c'est le droit d'entrer dans un pays sans y être traité en ennemi. Voilà. C'est simplement ça, le droit cosmopolitique. Le droit de ne pas être traité en ennemi quand j'arrive sur un territoire qui n'est pas le mien. Voilà. Ces axes de recherche, donc, du cosmopolitisme juridique, concernent la manière dont le droit pourrait relayer les idéaux cosmopolites. Ils sont directement travaillés par le cosmopolitisme politique, le cosmopolitisme moral, c'est ce que je disais, et ils s'interrogent sur la justice à l'échelle mondiale. Ils cherchent à répondre aux deux questions suivantes. Quelles sont les institutions les mieux à même de construire un droit cosmopolitique et comment fonder un tel droit? Peut-on seulement le faire? Voilà. Voilà donc pour un premier panorama des termes sous lesquels se pose la question de la citoyenneté mondiale aujourd'hui. Et une fois ce premier travail de clarification effectué, je voudrais maintenant concentrer mon propos sur la spécificité de la période contemporaine et les changements qu'elle connaît. Le cosmopolitisme, si vous voulez, c'est une idée qui est très ancienne, dont on dit souvent même qu'elle est aussi ancienne que la philosophie elle-même. Et je crois que les premières occurrences qu'on trouve dans deux écoles d'origine grecque, les cyniques et les stoïciens, ces deux premières occurrences sont intéressantes parce qu'elles permettent de voir les constantes dans l'histoire jusqu'au XVIIIe. Et si on veut montrer la nouveauté de la période contemporaine, on a bien besoin de mesurer, même rapidement, ce qui caractérise une période antérieure, une période un peu classique. C'est ça que je veux faire très brièvement. Je me réfère donc très rapidement, pardon pour les spécialistes, à l'Antiquité, disons, à la fois aux cyniques et aux stoïciens. Que disent les cyniques? Les cyniques, vous savez, c'est une école du 5e siècle, avant Jésus-Christ, qui propose une remise en cause très fondamentale de toutes nos conventions sociales ou juridiques, on pourrait dire, de toutes les normes instituées. Et pour figurer le cynisme, on fait souvent référence à Diogène. Et qu'est-ce qui est important pour nous à propos de Diogène? C'est que, au milieu de toutes les anecdotes qu'on raconte à son propos, dont certaines sont originales, on va dire, il y en a une qui est à retenir, peu importe la véracité historique, ça va de soi. On dit, alors qu'on lui demandait d'où il était, il aurait répondu « Je suis citoyen du monde ». Je suis citoyen du monde. Réponse très classique, très connue, etc. Et peu importe, évidemment, qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut lui faire dire quand on dit qu'il a dit cela. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'est pas citoyen d'ici, qu'il n'est pas citoyen de telle cité. C'est qu'il ne se sent pas soumis aux lois du corps politique au sein duquel il se trouve. En disant « je suis citoyen du monde », ce qu'il affirme donc, c'est avant tout qu'il n'est pas citoyen d'une cité particulière. En tout cas, il ne se sent pas citoyen de cette cité particulière. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, citoyenneté mondiale, dans cette acception, signifie refus de la citoyenneté. Comme s'il y avait concurrence entre la citoyenneté mondiale et la citoyenneté réelle. Comme si la citoyenneté mondiale était, en fait, une sorte d'antipolitisme. Et cela, déjà, ça soulève une des questions qui ne cesseront de traverser l'histoire du cosmopolitisme. On la retrouve chez Rousseau, on la retrouve chez Nussbaum, on la retrouve beaucoup chez Rousseau, on la retrouve chez Martha Nussbaum aussi. Cette question, c'est celle de l'articulation de la référence au cosmopolitisme et de la référence aux appartenances locales. Peut-on articuler ces deux références-là? Autrement dit, peut-on être citoyen du monde et citoyen d'un pays en même temps? Évidemment, pour ce qu'on expliquera dans quelques instants sur le cosmopolitisme politique, c'est important de l'avoir à l'esprit. Je me contente de la poser ici, mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que cette question, je propose de l'appeler la question du conflit des loyautés. Est-ce qu'il y a conflit entre nos loyautés? Ça, c'est la première occurrence cynique. Vous voyez, je vais très vite. Il y a aussi dans l'Antiquité l'autre référence, qui est l'occurrence stoïcienne. Et chez eux, la référence semble de prime abord très différente. D'un mot, la citoyenneté mondiale désigne littéralement, pour le sage stoïcien, l'inscription dans le cosmos. C'est-à-dire,
beaucoup plus que ce que nous, on appellerait le monde, la planète. Lui, c'est bien du cosmos dont il parle. C'est-à-dire un ensemble supérieur, ordonné, réglé par la raison, commun aux sages et aux dieux. Voilà. Un tout ordonné dont l'ordre n'apparaît pleinement qu'aux sages. Et ce qu'il est important de comprendre, je crois, dans cette acception-là, c'est que cet ordre supérieur est, aux yeux du sage, la cité réelle, la citoyenneté réelle. Les cités particulières, nos petites cités, ne sont que des accidents au regard de cette grande cité supérieure qu'est le cosmos. Alors pour le sage stoïcien, si vous voulez, ça ne signifie pas du tout qu'il faille se désengager de la vie de la cité particulière. Au contraire, la citoyenneté mondiale exige plutôt du sage, autant qu'il lui est possible de le faire, qu'il s'engage, qu'il agisse dans sa cité, qu'il agisse en fonction de son appartenance à la cité réelle dans sa petite cité. Cela signifie par exemple qu'il doit fonder ses délibérations politiques particulières, principalement sur la raison, plutôt que sur une appartenance particulière. Ici donc, pas de trace d'antipolitisme. Le cosmopolitisme n'est pas le rejet de la cité, comme on a cru pouvoir le voir chez les cyniques. Alors pourquoi je fais un point comme ça sur les cyniques et les stoïciens? C'est parce que, même si elles ont l'air d'être assez différentes, ces deux acceptions peuvent permettre de dégager quelque chose comme un sens classique, que la période contemporaine vient bousculer. Ce sens classique, et c'est une réalité qui sera constante donc jusque dans les retours tardifs de la notion au XVIIe, au XVIIIe, ce sens classique, c'est que la citoyenneté mondiale, dans ces deux cas, ne désigne pas réellement une citoyenneté. Voilà le cœur de ce qui m'intéresse, et voilà ce que la période contemporaine fait évoluer selon moi. L'usage habituel, l'usage classique de la notion en philosophie, est donc ce que je suis tenté d'appeler un usage métaphorique. La citoyenneté dont il est question dans la citoyenneté mondiale est habituellement une métaphore. Dans cette acception métaphorique qui se met en place dès les premières occurrences que je viens d'évoquer, la citoyenneté mondiale désigne une sorte de représentation de soi au sein du monde ou au sein de l'humanité. Et on peut donc dire que la citoyenneté dont il est question dans l'idée de citoyenneté mondiale n'est pas une citoyenneté. Je veux dire qu'elle n'est pas une citoyenneté au sens juridico-politique d'un ensemble de droits, d'obligations, etc. Même aujourd'hui, ce sens-là perdure dans le langage ordinaire. Celui qui se dit citoyen du monde, il évoque une disposition intérieure particulière, plutôt vague d'ailleurs, et qui pourrait être caractérisée par une ouverture d'esprit. Quelqu'un qui nous dirait ça dans un dîner, moi je suis citoyen du monde, eh bien, il pourrait vouloir dire qu'il est très ouvert, ou qu'il est très curieux sur le plan culturel, ou qu'il voyage beaucoup, ou bien peut-être même sans qu'il s'en rende tout à fait compte, il nous dit aussi qu'il est incapable de se reconnaître comme membre d'une communauté politique particulière. Voilà ce que ça désigne habituellement. Dans ces cas-là, en tout cas, dans l'usage ordinaire comme dans l'usage philosophique, la citoyenneté mondiale n'a donc de citoyenneté que le nom. On parle de citoyenneté mondiale par abus de langage, et c'est plutôt d'une vision de soi qu'il s'agit, vision de soi qu'on appelle citoyenneté, parce que le terme permet de désigner une appartenance. Je prends quelques instants encore pour caractériser cet usage classique en disant que la citoyenneté mondiale se définit dans son usage classique par trois aspects. D'abord, elle est volontaire. Elle désigne une conception qu'on peut ne pas partager. Elle est volontaire, elle est individuelle, c'est-à-dire que c'est toujours tel individu qui choisit ou non de se dire cosmopolite. Et puis, elle est éthique. Les liens et les engagements qu'elle fonde restent non contraignants. Volontaire, individuel et éthique. Et donc, à proprement parler, ces trois éléments fondamentaux montrent bien que la citoyenneté mondiale doit être comprise comme une non-citoyenneté. Une fois dit cela, donc, la nouveauté contemporaine apparaît plus clairement, puisque selon moi, c'est justement cela, ces trois caractéristiques, que la période contemporaine fait changer. Mon idée, c'est que la citoyenneté mondiale gagne au XIXe et puis surtout au XXe siècle un sens juridico-politique inédit, une effectivité politique nouvelle, je le disais tout à l'heure. Demandons-nous d'abord
D'où vient ce changement? Qu'est-ce qui justifie, ou qu'est-ce qui explique plutôt, qu'une telle conception de la citoyenneté mondiale soit possible aujourd'hui, si elle était inenvisageable hier? Alors, pour répondre à cette question de l'origine du changement, je propose 3 arguments qui concernent la période qui nous intéresse. D'abord, il y a le développement de ce que j'appelle la conscience cosmopolitique. Je vais très vite, mais je crois qu'on peut caractériser la période contemporaine comme étant celle d'une démocratisation du sentiment cosmopolitique. Je ne dis pas que ce sentiment est partagé par tous, je ne dis pas qu'il est partagé partout de la même façon, je ne dis pas qu'il est stable, je ne dis pas qu'il est permanent, et je ne fonde pas non plus sur ce sentiment-là des espoirs ou des attentes naïves. On se dirait quand tout le monde se sentira bien citoyen du monde, on pourra construire des institutions. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais, on pourrait le dire clairement comme ça, on se sent de plus en plus citoyen du monde. 2 observations importantes. Donc je ne dis pas qu'il est ressenti par tous tout le temps, et puis, comme je le suggérais plus haut, il n'est pas du tout évident que ce processus ne corresponde pas à ce qu'on pourrait appeler un affadissement de l'idéal cosmopolitique. Il ne faut pas rêver. On n'est pas tous en train de devenir un sage stoïcien, des sages stoïciens. Et donc, si effectivement on peut se dire citoyen du monde, eh bien probablement que ça ne signifie pas tout à fait la même chose que ce que ça signifiait dans le passé. Il y a probablement un affadissement du concept, une perte du concept, pour qu'on puisse le dire aujourd'hui. Il demeure que, tout simplement, sur notre planète finie, les interconnexions se développent et aboutissent à ce processus qui n'est d'ailleurs pas un processus univoque, je le disais, il y a des résistances nombreuses à cette démocratisation du cosmopolitisme. Et ce n'est pas qu'une affaire de démocratisation des consciences, c'est aussi une affaire de cosmopolitisation objective des interactions humaines. C'est d'ailleurs un argument kantien. La Terre, je vous rappelle, un argument très simple, la Terre étant sphérique, et le développement des techniques d'information étant ce qu'elles sont, on n'a pas le choix de la rencontre. De toute façon, on va de plus en plus se rencontrer. On est de plus en plus informé. Je vous rappelle quand même qu'il dit, je lève l'index, ça se fait pas, et puis ça fait vraiment prof. Je ne lève donc pas l'index, mais quand même, il dit en 1795, c'est amusant de l'entendre, enfin c'est amusant, c'est frappant de l'entendre dire cela, en 1795, lorsqu'une violation du droit est commise sur un autre point de la Terre, je le sais dans mon journal instantanément. Kant dit ça en 1795. Nous allons donc nous rencontrer de plus en plus, et ce n'est pas positif, c'est pas naïf, c'est un diagnostic, si vous voulez. C'est en somme la thèse de la réduction du monde. On la retrouve renouvelée au XXe siècle dans la théorie, certains connaissent peut-être, des 6 poignées de main. Cette théorie très amusante qu'on trouve chez un auteur, un auteur de l'Est, Carinthi, je ne sais pas sa nationalité, que Milgram va tester avec des tests incroyables. Il va envoyer des bouteilles un peu partout en comptant combien il y a d'intermédiaires avant qu'elles lui reviennent, etc., pour tester la théorie des 6 poignées de main. La théorie des 6 poignées de main, simplement, c'est l'idée qu'on est tous partout sur la planète à 6 contacts les uns des autres. Voilà. C'est lancé au hasard dans une nouvelle, et ça a été testé par Milgram, et je rappelle que ça a été, enfin je le dis pour ceux, que ça a été testé par des chercheurs de Facebook qui ont voulu compter, ils se sont mis avec l'université d'Oxford pour compter à combien de contacts nous sommes les uns des autres sur Facebook. Donc il y a un retour. C'est en train de baisser, oui. Oui, voilà. Donc ça, c'est le premier argument. Deuxième argument qui porte sur les relations entre États et qui est tout aussi décisif en tant que cause du changement. Cet argument, c'est celui selon lequel les États ont perdu leur autonomie sur plusieurs plans. Je vais très vite, mais enfin d'abord sur le plan économique, l'État ne décide plus seul de ses orientations économiques, ou au moins il est hautement concerné par le choix des autres. Sur le plan politique, les États sont pris dans des réseaux d'organisations internationales au sein desquels ils ne décident plus seuls de ce qu'ils font. Et enfin, sur le plan juridique, les États se sont progressivement dotés d'un droit international qui, bien qu'il soit sorti d'un très faible pouvoir de contrainte, existe et commence à produire des effets. Donc perte d'autonomie sur les plans économiques, politiques, juridiques, on y reviendra, mais ça correspond bien quand même à une remise en question de la vision de l'État comme boule de billard, comme une boule de billard, selon la formule de Wolfers, pour désigner le statocentrisme. Pour le dire vite, ça ne signifie pas que les États ne décident plus rien,
ni que toute trace de souveraineté ait disparu, simplement que les pratiques aboutissent à une remise en cause très profonde de la vision classique des États et de la souveraineté en particulier, c'est ce qu'on dira tout à l'heure. Ce processus-là peut être vu comme un aspect du processus de cosmopolitisation, de la pratique du pouvoir politique, qui n'est plus aujourd'hui seulement entre les mains d'États autonomes. Et si pour le premier argument, je parlais d'une cosmopolitisation des consciences et des interactions humaines, c'est comme ça que je l'ai présenté, ici, il s'agit plutôt d'une cosmopolitisation, je ne sais pas comment dire, objective. C'est l'état même des relations entre les États qui peut être considéré comme relevant de ce processus. Et puis, troisième et dernier argument que je développe, c'est l'argument qu'on pourrait appeler, je ne suis pas satisfait de la formule parce que le précédent pourrait relever aussi de cette formule-là, mais un argument situationnel. La situation mondiale a elle-même tant évolué qu'elle pousse à cette modification de notre usage de la notion. Cet argument peut se présenter, à mon avis, au moins sous deux formes. Soit on peut partir de la situation d'injustice globale, qui font des analyses sur le renouvellement nécessaire des institutions mondiales, à partir d'une analyse de la grande pauvreté, on va dire. Si j'avais le droit de citer des noms propres, ici je parlerais de Thomas Poggi, mais je n'ai pas le droit, donc je ne le dis pas. Et puis, Thomas Poggi, il pense, lui, cette réalité comme un défi pour nous, pour les peuples occidentaux en particulier. Il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir produire comme institution pour répondre à cela? Deuxièmement, donc ça, c'est le premier axe possible, la situation d'injustice globale qui nous pousse à modifier notre usage de la citoyenneté mondiale. Et puis, deuxième angle sous lequel on pourrait prendre cet argument situationnel, en partant des risques globaux, cette fois-ci, qui sont partagés par l'ensemble des habitants de la planète, et qui a tendance à aboutir à une situation dans laquelle nous sommes tous mis à niveau. Là, il n'y a plus le choix, si vous voulez. Il y a des risques qui sont propres à certaines populations, et puis il y a des risques qui nous concernent tous au même niveau. Dans les deux cas, c'est un autre aspect de ce que j'appelais la cosmopolitisation objective. Ça revient à dire qu'il y a une situation partagée par tous, situation d'injustice globale ou de risques sanitaires, économiques, écologiques, etc., qui exige que soit imaginée une nouvelle échelle politique, qu'on appellera l'échelle cosmopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que, on prend souvent cet exemple, je suis concerné par le problème de la déforestation, par exemple, c'est un problème qu'on prend souvent, non pas en tant que je suis citoyen français, mais en tant que je suis habitant de la planète. Et sans entrer plus avant dans l'analyse des conséquences de cette remarque, on peut d'ores et déjà observer que notre citoyenneté nationale peut même avoir des intérêts tout à fait contradictoires vis-à-vis de nos intérêts cosmopolitiques. Les deux intérêts peuvent entrer en conflit. Par exemple, là aussi c'est un exemple que je propose régulièrement, mais qui me semble très parlant, en tant que citoyen français, je peux être intéressé par des lois qui faciliteraient les ventes d'armes dans le monde. Tandis que, par une forme de schizophrénie cosmopolitique, je peux considérer qu'en tant que citoyen du monde, de telles lois poseraient problème. Et c'est là une caractéristique décisive de la question de la citoyenneté mondiale aujourd'hui, puisque c'est ça notre question. C'est en grande partie sur cette schizophrénie cosmopolitique que se développe le cosmopolitisme moral d'une part et le cosmopolitisme politique d'autre part. Les différents risques globaux, par exemple, ne signifient pas que la citoyenneté nationale serait inefficace ou inutile. Ils indiquent seulement qu'elle ne peut résoudre seule certains défis contemporains et qu'il faut donc peut-être imaginer une autre échelle. Alors que penser de cette situation nouvelle et que penser de l'évolution du rapport au concept de cosmopolitisme qu'elle induit? Je veux faire ici une observation très brève qui, à mon avis, est très importante avant d'analyser ce qui change dans le concept de la citoyenneté mondiale. La situation dont nous venons de dessiner les contours nous place face à ce qu'il faut bien appeler un cosmopolitisme réactif. Alors bien sûr, il est beaucoup plus largement partagé qu'auparavant, mais on ne peut pas ne pas voir qu'il est contraint par l'état du monde. Il se fait malgré moi, c'est-à-dire qu'en grande partie, c'est un cosmopolitisme subi. Il cesse de désigner une solidarité volontaire, positive, pour renvoyer dorénavant à une solidarité contrainte et réactive face aux défis contemporains. C'est une solidarité négative.
La formule est empruntée à Hannah Arendt quand elle parle de l'arme atomique. Elle dit face à l'arme atomique. Ok, on peut se dire qu'on est solidaire face à l'arme atomique, mais ce n'est pas n'importe quelle forme de solidarité, c'est une solidarité négative. Je réponds à une menace. Et cela, c'est bien loin de l'idéal positif classique. On passe d'une représentation de soi volontaire en tant que citoyen du monde, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à la réalité cosmopolitique subie, à la réalité d'un processus de cosmopolitisation qui ne dépend pas de nous, ce qui change évidemment la donne. C'est une situation que Ulrich Beck, par exemple, qui est BECK, qui est un sociologue allemand, qui travaille sur les risques globaux, résume dans une formule que j'aime bien, parce qu'elle a le mérite de la clarté, même si elle n'a pas le mérite de la mesure. Il dit, de toute façon, maintenant, en gros, c'est Kant ou la catastrophe. Une alternative dont je vous laisse décider de la pertinence. Kant ou la catastrophe, ça veut dire il n'y a pas vraiment le choix. On s'entend, droit cosmopolitique, cosmopolitisme, institution internationale, institution cosmopolitique, ou de toute façon c'est la catastrophe. Alors, voilà donc pour les conditions nouvelles sous lesquelles s'énonce la question de la citoyenneté mondiale. Une fois clarifié l'origine du changement que connaît la période contemporaine, je précise maintenant en quoi consiste exactement le changement. J'ai un œil sur la montre. Le grand changement de la période contemporaine, à mon sens, c'est que la citoyenneté mondiale acquiert, je l'ai dit, une réalité politique. Cette thèse, c'est en fait celle du cosmopolitisme institutionnel ou du cosmopolitisme politique, j'emploierai les deux termes comme étant équivalents aujourd'hui, dont on a parlé quand on a présenté les différents types. Elle consiste à dire que la citoyenneté mondiale cesse progressivement d'être métaphorique. Voilà l'idée. À l'époque contemporaine, il devient possible d'imaginer ce que pourrait être une citoyenneté mondiale qui serait une vraie citoyenneté. En travaillant pour ma part sur ce point précis, je m'inscris dans la perspective ouverte au milieu des années 90 par les penseurs de ce qu'on appelle la démocratie cosmopolitique. C'est une école qui a réuni beaucoup de philosophes, de politologues, comme on dit à l'époque. Voilà. Démocratie cosmopolitique, qui emprunte cette voie du cosmopolitisme politique. Et puisque c'est celle-ci qui me semble caractériser le plus efficacement la question de la citoyenneté mondiale aujourd'hui, je la présente en quelques points. Je les détaille en essayant de conserver un peu l'essentiel. Alors c'est une façon de présenter cette voie-là, le cosmopolitisme institutionnel, qui m'est propre, bien sûr, mais j'essaye de rendre compte de la largeur des études dans lesquelles on est engagé actuellement. D'abord, alors certains sont beaucoup plus essentiels que d'autres. D'abord, et ça c'est un point central, il y a un nouvel usage du concept de la souveraineté. Dans le modèle classique, c'est l'État qui décide. Et sur le plan des principes, le changement de modèle, qu'essaye de penser le cosmopolitisme institutionnel, le changement de modèle, il pourrait presque se résumer au... Donc c'est le cœur un peu de ce changement-là, de cette évolution-là, c'est le remplacement, on pourrait dire, ou le dépassement, ou la transformation du concept de souveraineté qui se trouve relayé par le concept de subsidiarité, c'est-à-dire le principe selon lequel on fait varier les niveaux de délibération et de décision en fonction des problèmes. Ce principe, la subsidiarité, établit que la bonne échelle, c'est celle qui est la plus proche des personnes concernées par la décision. Évidemment, il y a des problèmes pour lesquels la bonne échelle, c'est l'échelle cosmopolitique. Mais au-delà de ça, comment ce principe s'applique-t-il ? Alors il y a un exemple que l'on prend de temps en temps, qui est l'exemple des centrales nucléaires. Peu importe. L'exemple de l'installation d'une centrale nucléaire sur un territoire frontalier. Vous voyez bien que si on installe une centrale nucléaire sur un territoire proche d'une frontière, cette installation va concerner non seulement les citoyens nationaux du sol où effectivement la centrale est impliquée, est installée, mais aussi les habitants extranationaux frontaliers. On prend un exemple classique. Les centrales de Gravelines ou de Fessenheim, qui sont très proches d'autres pays, et dont on peut se demander si les communautés belges, allemandes, luxembourgeoises, suisses, ne sont pas elles aussi concernées par les décisions touchant à l'installation, l'entretien, voire le démantèlement. Le fait d'insister sur le remplacement du principe de souveraineté par le principe de subsidiarité
ne signifie pas que le principe de souveraineté disparaisse, de toute façon ça n'aurait pas de sens de le décréter comme ça, dans le modèle cosmopolitique, seulement qu'il s'exprime différemment et qu'il s'accompagne évidemment d'une nouvelle façon de considérer l'autonomie des États. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler une souveraineté cosmopolitique. Là aussi, c'est Thomas Poggi, dont on parlait tout à l'heure, qui propose cette formule-là. Il dit, cette souveraineté, elle est distribuée verticalement. Elle se dispatche selon les différentes échelles où les problèmes se posent, différents niveaux de gouvernance. Alors, ce que ça remet en cause, en revanche, là, très clairement, c'est le statocentrisme. J'enchaîne un petit peu, pardon, je voulais développer, j'enchaîne un petit peu. Deuxième point, donc après le nouvel usage du concept de la souveraineté, deuxième point, on distingue différents niveaux de gouvernance. Voilà, ça fait le lien immédiat avec ce qui précède. On distingue différents niveaux de gouvernance, ça c'est l'effet structurel du principe de subsidiarité. On distingue différents niveaux de gouvernance pour pouvoir mobiliser différentes échelles selon les questions en jeu. Les sphères politiques sont différenciées, elles sont articulées entre elles, selon leur capacité à répondre à des problèmes situés sur une échelle allant du plus local au mondial. Local, national, régional, international et mondial. Ça, c'est vraiment un objet d'analyse des 7-8 dernières années des penseurs du cosmopolitisme institutionnel. Pensez comment on peut articuler ces différentes échelles. Alors, ce sont 5 dimensions qui existent déjà, qui structurent déjà ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, mais on pourrait presque réduire l'ensemble du projet du cosmopolitisme institutionnel à une double ambition vis-à-vis de ces 5 sphères. D'abord, développer la démocratie au sein de chacune de ces dimensions, et ensuite, renforcer l'effectivité des sphères autres que la sphère étatique. Voilà. Il y a 4 autres sphères dont on essaye de renforcer l'usage. Troisièmement, je vais très vite, favoriser la démocratisation dans la prise de décision. Ça, c'est vraiment l'objet de la démocratie cosmopolitique. Démocratisation de tous les niveaux de gouvernance du local au mondial. Donc il faut réfléchir à ce que ça implique, ce que ça suppose, notamment concernant les questions cosmopolitiques, c'est-à-dire celles qui concernent l'ensemble des habitants de la planète en tant qu'habitants de la planète, et non en tant qu'habitants à tel ou tel endroit. Il y a des questions, il y a des objets cosmopolitiques. Peut-être par exemple l'objet écologique est-il un objet cosmopolitique? Et pour traiter de cet objet-là, il faut penser donc une sphère particulière. Cela signifie démocratiser le mode de fonctionnement des institutions internationales et imaginer à quelles conditions et sous quelle forme il serait possible d'établir une nouvelle sphère qui soit proprement cosmopolitique pour l'articuler avec les autres sphères de l'action publique. Ensuite, il y a 2 points. Réforme institutionnelle de l'existant, on pourrait dire, et puis innovation institutionnelle. Alors habituellement, quand on présente les réformes institutionnelles, tout le monde dit, bon, il n'y a rien de bien original là, et vous allez voir que ce n'est pas très original. Et quand on présente les innovations institutionnelles, là, tout le monde crie à la naïveté ou à l'utopie, donc j'assume. Les réformes institutionnelles, d'abord, c'est très simple. Sur le plan technique, le cosmopolitisme institutionnel s'accompagne de réformes qui ne présentent pas une originalité fondamentale. Principalement, il y a premièrement un renforcement du rôle des institutions internationales, voilà, en termes de... Et puis deuxièmement, une plus grande adéquation de ces institutions aux normes démocratiques. Renforcement des institutions, démocratisation des institutions. Voilà. Les cosmopolites institutionnels font, à ce titre, partie de ceux qui entendent, par exemple, mettre au jour la nature parfois profondément antidémocratique, soit des mécanismes de décision, soit des processus de participation et des modes de fonctionnement. 5e point, donc, les innovations institutionnelles, qu'on pourrait résumer en se disant, là c'est un peu le cœur, en disant, comment pourrait-on produire des institutions cosmopolitiques? Voilà. À quoi ressembleraient des institutions cosmopolitiques? Il s'agit, à chaque fois, pour ces institutions cosmopolitiques, d'accorder une plus grande place à la participation des citoyens au sein de chacune des sphères de la gouvernance, et notamment à l'échelle mondiale. Et c'est bien sûr cela qui explique que soit mobilisée la notion de cosmopolitisme, puisque ça veut dire que comme citoyen, on aurait à l'échelle mondiale possibilité de participer. J'avance doucement parce que je sais à quel type de critique je m'expose, j'avance doucement. Qu'est-ce qu'une institution cosmopolitique, en fait?
Les institutions cosmopolitiques sont celles qui permettent littéralement l'expression de la citoyenneté mondiale. À l'échelle mondiale, ce qu'on connaît actuellement, ce sont les institutions internationales ou interétatiques, c'est-à-dire les institutions héritées du modèle classique des États et bâties sur le modèle de la confédération. C'est l'État qui est le seul à intervenir et à décider. Il y a une voix par État. La proposition du cosmopolitisme institutionnel, c'est d'articuler à l'échelle mondiale deux types d'institutions. Les institutions intergouvernementales, internationales, interétatiques qu'on connaît, l'Assemblée générale de l'ONU, les organisations régionales, l'UE, l'UA, ou les organisations interétatiques qui ont une compétence spécifique, le FMI, l'OMS, etc. Donc on articulerait ça, ce type d'institution, avec des institutions cosmopolitiques qui seraient, elles, basées sur l'égalité entre les citoyens. Ça forme une bi-institutionnalisation qui revient à distinguer citoyens du monde et citoyens étatiques. En général, ces institutions prennent la forme de structures permanentes qui permettraient la participation des acteurs non étatiques, quelle que soit la manière dont on imagine la participation de ces acteurs. Et en la matière, il y a des propositions qui sont très immédiatement pensables, et puis d'autres qui peuvent sembler beaucoup plus étonnantes. Je parle notamment des parlements régionaux, l'Union européenne, l'Union africaine. Ça peut être des lieux qui deviendraient des institutions davantage cosmopolitiques. Puis il y a aussi des innovations comme les référendums supranationaux, c'est bien une participation au-delà du cadre national, le développement des forums démocratiques, le recours aux experts, qui pose évidemment énormément de problèmes aussi, la création d'une Cour mondiale des droits de l'homme, sur le modèle de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est quand même quelque chose qui est en train d'être discuté depuis 2 ans à l'ONU, par Martin Scheinin, qui fait partie du groupe des cosmopolites institutionnels. L'amélioration de la représentation politique des acteurs de la société civile. Quelle place on donne dans les institutions internationales aux acteurs de la société civile? Et puis, bien sûr, le projet qui est le plus discuté, et puis auquel parfois on résume l'ensemble du cosmopolitisme institutionnel, et c'est dommage parce qu'il prête parfois à confusion, c'est l'idée d'un Parlement mondial, qui est défendu notamment par Richard Falk. Alors évidemment, quand on parle de Parlement mondial, on tend le bâton pour se faire battre, si vous voulez. Après, on nous dit sans arrêt, c'est n'importe quoi, c'est naïf, ça n'arrivera jamais, etc. Il faut s'entendre sur ce que ça pourrait désigner. Voilà. Chacune de ces propositions pose bien sûr beaucoup de questions ou de problèmes à la fois sur le plan technique de la mise en place, ou de l'efficacité de ces structures même. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça ne rajoute pas encore une couche? Bon. Et puis aussi sur le plan des principes. Je ne fais ici qu'énoncer quelques pistes, mais à chaque fois, la volonté principale, c'est que la structure de codécision entre les deux types d'institutions soit un facteur qui permette de contrebalancer la puissance des États et de traiter de certains problèmes qui touchent l'ensemble des habitants de la planète en tant qu'habitants de la planète et non seulement en tant que citoyens de tel ou tel État particulier, ce qu'on disait plus haut à propos de la schizophrénie cosmopolitique. Ce qui est visé, c'est le développement d'un espace politique au sein duquel ma citoyenneté mondiale puisse s'exprimer, ou pour le dire autrement, la question concerne la manière dont le pouvoir politique pourrait prendre en compte cette réalité-là. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais les États s'en sortent très bien tout seuls. Les États le font. Ils traitent des problèmes écologiques, etc., ou des risques globaux. L'idée, c'est que si les États parvenaient à s'entendre sur les questions cosmopolitiques, si les tribunaux nationaux étaient suffisants pour juger des violations de droits de l'homme commises un peu partout sur la planète, et si les institutions nationales ou internationales permettaient effectivement de traiter dignement les personnes, il n'y aurait pas besoin d'institutions cosmopolitiques, ni de tribunaux internationaux, ni de société civile mondiale. En ce sens, le cosmopolitisme institutionnel peut être vu aussi comme un diagnostic sur notre période contemporaine, diagnostic d'un échec, en quelque sorte, des institutions classiques, avant même de pouvoir être compris comme une prescription pour notre période, pour notre temps. Et puis, 6e point, dernier point, sur le cosmopolitisme institutionnel, c'est ce que je propose d'appeler la voie non institutionnelle, c'est-à-dire le statut de la société civile mondiale. Il y a aussi, dans le cadre du cosmopolitisme
donc politique, une pensée de la société civile mondiale, de sa nature, de ses actions et des conditions de son intégration au processus de décision politique. De fait, la société civile mondiale désigne cet ensemble d'associations ou d'organisations qui agissent effectivement à l'échelle de la planète et qui offrent aux individus une voie d'accès à ce qu'on pourrait appeler un cosmopolitisme politique pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, un cosmopolitisme politique pratique? Ça veut dire que par ce biais, la citoyenneté mondiale se traduit dans la réalité de l'action politique. Par le biais de certains mouvements mondiaux, on pourrait bien dire qu'on n'est pas citoyen du monde au sens d'une représentation de soi-même, mais au sens où on peut agir en tant que tel dans le monde. Voilà. C'est une façon de dire deux choses. Premièrement, l'effectivité politique gagnée par la citoyenneté mondiale à l'époque contemporaine n'est pas qu'une effectivité à venir, ce n'est pas qu'un projet en fonction des institutions, des innovations qui voudront bien advenir, ce n'est pas uniquement une effectivité, comment on pourrait dire, normative. Mais l'usage politique actuel permet déjà une forme de citoyenneté mondiale, réelle ou pratique. Et donc, deuxièmement, que le projet institutionnel qu'on a évoqué à l'instant peut s'appuyer sur une base de légitimation. Il n'est pas entièrement construit hors sol. La conscience des habitants de la planète et certains de leurs pratiques évoluent dans le sens d'une conscience cosmopolitique. Je retrouve ainsi ce que j'expliquais un peu plus haut. Bien sûr, cette voie-là, à son tour, ne manque pas de poser des problèmes tout à fait centraux à la pratique politique. Par exemple, quelle est la légitimité de la société civile mondiale? Sur quelles normes fonde-t-elle son action? Je veux dire, le fait que cette action puisse être associée à un cosmopolitisme politique pratique, comme je le disais tout à l'heure, ça ne suffit pas à la justifier. Et il faut donc se demander à quelles conditions une action de la société civile mondiale est légitime. De la même façon, on pourrait s'interroger sur le caractère souhaitable ou non du développement de cette sphère d'action ou sur les motivations réelles de ces acteurs. Qu'est-ce qui pousse à un engagement politique à l'échelle de la planète? Est-ce que c'est seulement le souci de justice? Et de quelle justice? Et la promotion d'une certaine idée de la justice n'est-elle pas en toute rigueur contradictoire avec l'idéal cosmopolite? Est-ce que ça ne contribue pas à renforcer justement une démarche anti-cosmopolite? Au-delà des problèmes qu'elle pose, et pour rester bien concentré sur le sujet qui nous occupe, la société civile mondiale donne tout de même du corps, de la densité politique à la notion de citoyenneté mondiale aujourd'hui, qui n'est donc plus tout à fait un simple abus de langage ou une simple métaphore, comme on le disait plus haut. J'ai 3 minutes? 4, mais pas 5. Voilà, allons-y. Donc voilà pour une présentation synthétique du cosmopolitisme politique ou du cosmopolitisme institutionnel. Pour l'achever, avant de conclure un peu formellement, je veux anticiper un peu et dire qu'il y a évidemment de très nombreuses critiques vis-à-vis de cette perspective. J'en retiens 4, dont on pourra parler peut-être. La première, évidemment, c'est la critique qui prétend à chaque fois qu'elle s'énonce être réaliste. C'est-à-dire, vous savez, moi, quand j'interviens dans les colloques, on me fait toujours parler à la fin. Et en gros, il y a eu les réalistes avant moi, vous voyez, qui parlent de l'état du monde, et puis on me fait parler comme ça, pour entendre parler du Parlement mondial, parce que c'est marrant. Et parce que... Mais c'est quand même une vraie critique, évidemment. À quoi ça rime tout ça? Est-ce que c'est une construction complètement qui perd de vue le réel politique, etc. L'objet du cosmopolitisme institutionnel, on pourrait dire presque le premier objet de ces recherches contemporaines, c'est d'abord de répondre à cette critique, qui est toujours implicite dans les critiques. Et d'ailleurs de le faire assez tranquillement, parce que en réalité, moi je crois que c'est le cosmopolitisme politique qui est réaliste, qui fait preuve de réalisme. C'est-à-dire que c'est pas réaliste de croire que ça va continuer comme avant. Voilà. Ça, c'est la première critique, la critique de ceux qui se disent réalistes. J'en énonce 3 autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je me permets de ne pas centrer les critiques sur tel ou tel aspect de ce que je viens d'évoquer, parce que je l'ai évoqué trop rapidement. Donc j'évoque les critiques un peu majeures concernant cette perspective. Deuxième critique, c'est une critique sur les effets du cosmopolitisme institutionnel. Est-ce que cette manière de construire les institutions cosmopolitiques n'a pas des effets anti-cosmopolitiques? Au sens où l'institution cosmopolitique pourrait constituer une forme d'externalisation des questions d'ordre global
Je crois que c'est une question qui est très importante. Les États ne risquent-ils pas de se défausser de leurs responsabilités cosmopolitiques s'il y a des institutions d'un nouveau genre? Voilà. Troisième critique, là aussi c'est très récurrent. Est-ce que le cosmopolitisme institutionnel n'idéalise pas la conscience cosmopolitique des habitants de la planète? Est-ce qu'il n'oublie pas le rejet du monde qu'on trouve dans toutes les formes de repli identitaire, nationaliste, etc., qui semble aller à l'encontre de ce qu'on vient de dire? Comment ne pas voir tous les différents signes de rejet que la cosmopolitisation des interactions rencontre? Et puis quatrièmement, à titre tout à fait personnel, c'est la critique qui m'a, je crois, le plus occupé, c'est celle qui est attentive au risque que représenteraient ces institutions-là, au risque de centralisation des pouvoirs, si vous voulez. Alors elle s'énonce différemment, mais c'est une critique très fondamentale qui revient à reprocher au cosmopolitisme institutionnel le fait de correspondre, en quelque sorte, à la construction d'un État mondial. Alors dit comme ça a l'air évidemment très lointain. Mais vous voyez, si on fait une sphère, une institution qui est chargée des questions globales, il y a quand même une marche vers cela. Donc comment on peut y répondre? Voilà pour les 4 exemples majeurs de critiques auxquels nous devons répondre au milieu d'autres. Alors dans cette intervention, j'ai donc voulu d'abord définir la notion de cosmopolitisme, mettre au jour ensuite la nouveauté de certains de ses usages contemporains et en particulier sa traduction dans le domaine institutionnel. On l'a vu, le cosmopolitisme hérite d'une très longue histoire qui contribue à le définir et qui renvoie notamment à une signification métaphysique. Mais en tant qu'il est une manière de penser la participation de l'individu, toujours, y compris dans l'Antiquité, la participation de l'individu, les penseurs cosmopolitiques actuels emploient souvent l'expression selon laquelle l'individu est l'élément de base. Cette formule qui n'est pas très heureuse, mais enfin qui dit bien ce qu'elle veut dire. Dans les délibérations, l'élément de base, ce n'est pas l'État, c'est l'individu. Eh bien, dans la mesure où donc le cosmopolitisme est une manière de penser la participation de l'individu, il me semble que ce concept jouit d'une effectivité nouvelle aujourd'hui sur le plan politique. Ce nouveau sens, d'ailleurs, ne laisse pas indemne la notion de cosmopolitisme, parce qu'en gagnant cette réalité juridico-politique, le cosmopolitisme perd probablement beaucoup de son ancienne densité métaphysique. C'est ce que j'ai rapidement évoqué. Bien sûr, le cosmopolitisme institutionnel, comme le cosmopolitisme moral, reste pour une bonne partie un horizon, c'est-à-dire une situation que nous sommes sûrs de ne jamais atteindre. Et plus encore, j'ai essayé de l'évoquer à chaque étape de la communication, les débats contemporains sur le cosmopolitisme, à la fois dans le champ moral et puis dans le champ politique, interrogent à la fois le caractère souhaitable de la position cosmopolitique, mais aussi sa possibilité même. Et les anticosmopolites produisent un certain nombre d'arguments très puissants qui remettent en cause ces 2 aspects. Je souhaitais en tout cas, dans cette intervention, mettre en place un panorama général des positions, comme une clarification des enjeux qui concernent plus directement le champ politique et institutionnel, ce qui est directement mon objet d'étude. J'espère que sur ce point, cette communication vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Je vous remercie. Je rappelle, de le faire à l'instant, les grands moments. J'en viendrai surtout à la thèse essentielle, c'est que selon vous, il y a une rupture, selon vous et selon beaucoup d'autres d'ailleurs, il y a une rupture contemporaine. On est passé d'un cosmopolitisme classique qui serait métaphorique, on n'est pas vraiment citoyen du monde, avec le fait que ça devient, ou ça peut devenir une réalité. En tout cas, c'est la spécificité du cosmopolitisme contemporain qui acquiert un sens juridique politique nouveau, et au contraire de celui qui vous appelez classique, disons, représenté surtout l'Antiquité, qui était métaphorique, qui était à la fois volontaire, individuel et éthique. Le nouveau cosmopolitisme auquel nous serons confrontés serait involontaire, peut-être même subi, il serait global, il serait politique et juridique. Donc ça serait la nouveauté la nouveauté contemporaine, et qui trouve son origine, vous avez rappelé, conscience cosmopolitique en développement. On a plus conscience encore qu'à la fin du XVIIIe siècle de la proximité de tout ce qui se passe dans le monde. Le monde se réduit, comme on le dit souvent. Il y a aussi une perte de fait de
l'autonomie des États, que ce soit sur le plan économique, politique ou juridique, un affaiblissement de la conception classique de l'État et un changement situationnel, l'injustice globale et les risques globaux, notamment les risques écologiques, sont évidemment intéressent les citoyens du monde et pas simplement les citoyens de tel ou tel État. Cela nous mène donc à un cosmopolitisme qui devient réellement politique et institutionnel, celui que vous défendez, un nouvel usage du concept de souveraineté qui est mis en concurrence avec celui de subsidiarité. Je rappelle que le concept de subsidiarité est utilisé constamment dans le vocabulaire des institutions européennes et qu'il a été théorisé à propos de la construction de l'Europe. Cela nous entraîne à distinguer divers niveaux de gouvernance, à nous interroger sur la démocratisation possible de toutes les décisions à tous les niveaux, du local au global, avec tous les intermédiaires. Comment produire des institutions qui seraient, elles, véritablement cosmopolitiques et pas simplement interétatiques, intergouvernementales ou internationales. Vous avez donné quelques-unes des réponses que l'on peut donner, des référendums supranationaux, un forum démocratique, un parlement mondial, etc. Voilà, et vous avez, pour finir, énuméré les critiques les plus constantes que l'on fait contre le cosmopolitisme, en particulier qu'il est irréaliste, qu'il peut avoir des effets pervers, qu'il idéalise la conscience cosmopolitique. Oui, c'est vrai, ça, ces derniers temps, on n'est pas très gâté de ce point de vue-là, et qu'il y aurait peut-être une risque de centralisation des pouvoirs si on pense à l'État mondial ou au Parlement mondial. Alors tout de suite, je vous rassure sur 2 points. Je vous trouve relativement modéré dans votre irréalisme, et je soutiens moi-même dans une publication qui paraît cette semaine des thèses beaucoup plus audacieuses sur le plan de l'irréalisme, donc je parlerai après vous dans les congrès, désormais, ou les colloques. C'est une petite plaisanterie au passage. Et deuxièmement, on pourra peut-être, si on a le temps, parler de l'État mondial ou du Parlement mondial. Je suis personnellement plutôt pour. Donc, revenons maintenant à des éléments de discussion. Il y a 2 éléments de discussion centraux que je retiens de votre exposé. Le premier, c'est un problème très important qui est le problème des conflits de loyauté. Et comme vous travaillez sur le patriotisme, il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, mais ça, ce sera le 2e point, si vous voulez, dont on parlera. Comment est-ce qu'on peut être à la fois cosmopolitique et défendre la diversité des cultures et même, au fond, d'une certaine manière, leur multiplication, puisqu'on ne peut pas dire que ce qu'on appelle la globalisation plutôt que la mondialisation et favoriser cette diversité. Est-ce que le cosmopolitisme peut le favoriser, au contraire le défavoriser? C'est une question classique et je vais vous la poser. Mais auparavant, je voudrais faire une remarque peut-être. D'abord peut-être pour qu'on soit bien d'accord, vous avez à mon avis employé classique dans 2 sens différents. D'une part, pour vous référer au cosmopolitisme classique, qui était essentiellement le cosmopolitisme ancien, qui avait probablement, vous avez raison, enfin c'est évident que vous avez raison, un sens métaphorique, et vous avez employé classique pour parler de la conception selon laquelle la souveraineté revient aux États et que le monde est composé d'États qui sont souverains. Or ça, c'est classique dans un tout autre sens, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Or, moi, je ne vois pas cette conception classique, je ne la vois nulle part. À mon avis, c'est un fantasme anti-cosmopolitique de dire que le monde est ou a été, ou à un moment quelconque, c'est un fantasme du droit international, sur lequel est fondée l'idée de droit international, et qu'on dit il y a une souveraineté des États. Oui, ça c'est le fondement du droit international, mais c'est pas la réalité ni politique ni historique. Dans les années 50, on disait l'Algérie c'est la France. Alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Alger, on était en France comme à Paris, c'est ce que disait le droit. Hein. Et pourtant, voilà, il n'y avait pas de souveraineté du peuple algérien. Bon, donc, et ça n'a pas arrêté de bouger.
quand a-t-on, sur le plan historique, eu un monde divisé en États dans des frontières définies, ayant chacun une souveraineté sur son sol qui représente une nation. Fantasme d'État-nation, je ne le vois presque nulle part en Afrique. Je le vois plus en Europe, puisque nous sommes gouvernés plutôt par quelque chose qui s'appelle le principe de subsidiarité. Dans des États comme les États-Unis, il y a aussi un principe de subsidiarité entre les États et ou le Brésil, entre ceux qui relèvent des États et ceux qui relèvent du fédéral, etc. Si bien que, objection que je vous fais pour montrer que je suis encore plus irréaliste, je ne pense pas qu'on doit s'inquiéter de ça si on est cosmopolite vraiment. C'est-à-dire que les États n'arrêtent pas de bouger, et nous, et dernier point qui reprend un peu l'idée, est-on irréaliste de penser que les États vont abandonner leur souveraineté ? Oui, on semble l'être, mais si vous aviez dit en 1945 l'Europe était en ruine et des dizaines de millions de morts suite à 2 guerres mondiales essentiellement intra-européennes, qu'il y allait y avoir des dizaines d'années de paix parce qu'on allait construire quelque chose qui s'appelait l'Union européenne, tout le monde vous aurait dit vous êtes complètement malade. Donc ça a été construit, il y a eu des pères fondateurs qui ont construit cela. Évidemment, il y a des retours de bâton depuis quelques années qui ne doivent pas, qui peut-être nous inquiètent, mais ce que je veux dire, c'est que là, à peu près tout ce que vous avez dit tout ce que vous avez dit du cosmopolitisme institutionnel, ou presque tout, a été réalisé ou était en voie de réalisation il y a encore quelques années en Europe, qui était, si je puis dire, la zone des tempêtes, comme on disait à une époque, la plus agitée du monde. Donc, soyons fous, soyons réalistes et construisons la même chose à l'échelle du monde. Voilà, c'est l'objection, c'est pas l'objection, au contraire, c'est pour aller plutôt dans votre sens. D'abord, balayons l'argument du réalisme, pensons à ce qu'il faudrait, vers quoi on devrait aller, et mon objection, si c'en est une, c'est a-t-on vraiment affaire ou a-t-on vraiment jamais eu affaire à une conception que le droit international appelle l'absolue souveraineté des États? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça a existé? Et doit-on, au fond, partir de là quand on parle de cosmopolitisme? Voilà. Alors, sur cette première observation, la conception classique est-elle classique? En fait, c'est ce que dit le droit, mais c'est pas ce que dit le réel. Oui, c'est au moins, on pourrait faire 2 observations. Enfin, le droit international public et pas d'autres formes de droit. Oui. Voilà, au moins, on peut dire qu'il y a des périodes où on l'a dit, même si c'était déjà pas vrai. Il y a des périodes où on l'a dit. Je rappelle, à titre d'exemple, alors on peut prendre l'exemple de l'Europe, bien sûr, après-guerre. Je rappelle qu'en 1784, Emmanuel Kant écrit « Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique ». C'est 9 propositions à lire, ça prend 32 minutes, dans lequel il dit... Ou 32 ans, oui. Il dit « On va vers une société des nations ». C'est-à-dire, de toute façon, on y va, ça va arriver, regardez quelle forme ça va prendre. Je rappelle que Wilson était un lecteur de ce texte-là en particulier. Et en 1795, Kant fait en quelque sorte volte-face, puisqu'il dit cette proximité de la société des nations que je voyais, que j'avais l'impression de toucher du doigt, finalement ne sera pas possible parce que les États tiennent trop à leurs prérogatives, etc. Je rappelle ça juste pour dire que, d'abord, c'est pas nouveau, ensuite que ce que Kant espérait en 1784 et qu'en 1795 il jugeait absolument impossible, on l'a très largement dépassé, très très largement. Et donc ça nous permet d'observer que non seulement le droit dit quelque chose que le réel ne confirme pas, je ne sais pas comment le dire, mais d'une part, il y a des périodes où on le dit, et il y a des périodes où, et c'est celle dans laquelle on est actuellement à mon avis, on fait en sorte que même sur le plan du droit, on ne puisse plus le dire. Voilà. C'est-à-dire que l'évolution, elle n'est pas tant dans le réel, je suis assez d'accord, la doctrine Monroe, elle n'a pas tenu, je veux dire, pas de... C'est un fantasme, la boule de billard, en effet, mais
on a les outils aujourd'hui pour faire en sorte que même sur le plan du droit, ce fantasme-là disparaisse. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. Et je rappelle que, enfin je dis, j'annonce que un des premiers travaux de David Held, alors David Held, c'est un chercheur anglais qui fait partie de l'école du cosmopolitisme institutionnel, c'est de travailler sur les textes du droit international public qui ne sont pas traduits encore dans les faits. Et il a tout un article dans lequel il dit, mais si on faisait même la moitié de ce qu'on a ce que les États ont pourtant déjà voté, eh bien, on serait déjà bien plus avancé dans le domaine de l'interdépendance. Et ce sont des textes déjà actés sur le plan du droit international public. Voilà, donc je comprends tout à fait que ce n'est pas une critique, je souscris complètement à l'idée que la conception qui s'énonce partout comme classique et réaliste est une conception qui n'existe pas, qui a été tentée. Vraiment, l'archi-exemple, c'est la doctrine Monroe. Voilà, on va construire une bulle, et puis ça ne marche pas. Donc, c'est ce dont le droit international public avait besoin, puisqu'il est fondé sur l'idée qu'il y a des individus qui sont les États, et si possible des États-nations. Il n'y en a pas beaucoup qui existent dans le monde, des États-nations, contrairement à l'idée, puisqu'en fait, souvent, la nation était bâtie sur l'idée d'État. C'est d'ailleurs même l'idée classique de Renan. Hein. Bon, si on parlait de nationalisme, et vous devez connaître ça puisque vous travaillez sur l'idée de patriotisme. Bon, peu importe. En tout cas, c'est ce dont avait besoin le droit international public, qui est bien utile quand même à certains égards, parfois il évite des guerres, ou parfois il permet de régler des conflits, mais de la même façon que le droit interne à l'État est fondé sur le fantasme ou la réalité qu'il y a des personnes, il y a des choses, et tout ça, ce sont des individus qui sont des sujets de droit. Eh bien, il faut des sujets de droit à l'échelle internationale. Alors, ce sera des États-nations. Alors, je voudrais que maintenant, puisqu'on est à peu près d'accord sur le fait que c'est un fantasme et que c'est pas celui qui doit guider nos préoccupations d'un point de vue cosmopolitique, vous avez fait référence à des institutions africaines ou européennes qui ne fonctionnent pas sur ce principe. Je voudrais en venir au point je vais en venir dans un instant au point le plus intéressant et le plus problématique à mon avis, qui est le problème du conflit des légitimités. Mais auparavant, je voudrais que vous précisiez quelque chose. Vous avez dit très rapidement quelque chose de très important que je n'ai pas compris. Vous avez dit plutôt à la fin, une certaine idée de la justice va-t-elle à l'encontre du cosmopolitisme? Alors, je voudrais que vous précisiez ça parce que l'idée même de cosmopolitisme repose au contraire sur une certaine idée de la justice. C'est-à-dire, si on dit qu'il est injuste de discriminer les gens en fonction de leur naissance, il est a fortiori injuste de discriminer les gens en fonction de leur lieu de naissance. Alors, vous êtes né de l'autre côté de la frontière, vous n'avez aucun des droits que nous avons, etc., etc. Donc, la simple application de la formule classique de la justice aboutit à l'idée de justice globale, et donc, au fait, si j'applique mécaniquement la formule de justice, il n'y a aucune raison de faire une différence entre le citoyen, l'étranger, avec papier, sans papier, etc. Donc, quel sens donnez-vous à l'idée qu'une certaine idée de la justice irait à l'encontre du cosmopolitisme, puisque le cosmopolitisme que j'ai l'impression que vous défendez, en tout cas que moi je défends, peu importe, c'est précisément au nom de l'idée, du concept le plus banal, le plus classique de justice. Alors, je fais deux points. Rapidement, d'abord, j'énonce cela comme question, en effet, au détour d'un paragraphe où je parle de la société civile mondiale. Pourquoi ? Parce que, alors là, pour le coup, il y a un fantasme cosmopolitique à propos de la société civile mondiale, qui serait la panacée, qui serait forcément, parce qu'elle est société civile, dans la justice pure, contre les États qui seraient très méchants et qui n'auraient rien compris au droit et à ce qu'il faut faire. Donc, au regard de cette pratique, on prend bien cet objet société civile mondiale en lui disant
la qualité de ton action ne dépend pas simplement de la référence, je ne sais pas, aux droits de l'homme, par exemple, que tu promeus. Tout ce qui se fait au nom des droits de l'homme dans le cadre de la société civile mondiale n'est pas forcément juste. Voilà. C'est simplement ça. Donc on prend les actions de la société civile mondiale, qui est probablement, Marie Kaldor, c'est une philosophe anglaise, elle a tout à fait raison sur tous les mécanismes par lesquels on pourrait intégrer une parole de la société civile mondiale dans les institutions internationales. Elle a plein d'idées qui sont très intéressantes, mais il y a quand même en amont, obligatoirement, une question de légitimité de la pratique qui repose bien sur une question des normes de justice sur lesquelles se fonde la pratique. C'est-à-dire, c'est l'Arche de Zoé, je crois. Hein. L'Arche de Zoé, si vous faisiez... Moi, j'ai fait des captures d'écran au moment de son histoire. L'Arche de Zoé, toutes ces références, c'est pas juste un mensonge, le problème. Hein. Toutes ces références... Alors, est-ce que... développer ce l'Arche de Zoé, Zoé, donc vous savez, cette association qui va en Afrique chercher des orphelins et qui ambitionne de ramener les orphelins en Europe, et dont on comprend progressivement que ce n'étaient pas des orphelins, pour certains d'entre eux. Et donc l'État africain, en l'occurrence je crois que c'était le Tchad, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est le Tchad, les arrête, dans un premier temps on s'offusque un peu de ça, et puis on comprend qu'en fait l'État tchadien, d'une certaine mesure, a raison, puisqu'il y a des problèmes de papier, administratifs, etc. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste le discours de l'Arche de Zoé, qui aurait pu être en façade droit de l'homiste et en réalité un peu roublard, mais plein de bonnes intentions, etc. Ce qui m'intéresse, ce sont justement les bonnes intentions affichées une fois qu'ils ont été pris, c'est-à-dire qu'on a compris la supercherie, la manière dont ils se défendaient, c'était uniquement de la référence aux droits de l'homme, en disant mais ils ont droit à une éducation, etc. Et au nom de ce droit-là, j'aurai moi, société civile mondiale, tous les droits. Bon, voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je m'interroge sur la référence à la justice. Deuxième observation, sur les théories de la justice globale, justement, c'est quand même intéressant d'avoir à l'esprit la manière dont les choses se sont passées dans les années 90. John Rawls, produit sa théorie de la justice, fin du XXe siècle, théorie de la justice qui révolutionne tout. Ça, c'était les années 70. Voilà, dans les années 70. Et dans les années 90, 80 d'ailleurs, certains des élèves de Rawls disent les principes de la théorie de la justice de Rawls, regardez bien, on peut les appliquer à l'échelle du monde. Les deux principes et demi de la théorie de la justice de Rawls, regardez, on peut les appliquer à l'échelle du monde. Ces élèves, ils s'appellent Charles Bates et Thomas Pogge notamment. Regardez. Et Rawls reprend la parole en disant non, on ne peut pas. Je vais vous montrer que ma théorie s'applique dans le cadre d'un État et pas à l'échelle de la planète. Et donc il y a un débat entre Rawls et ses élèves qui sont plus rawlsiens que lui, en fait ce sont eux par qui revient sur le devant de la scène le thème du cosmopolitisme, puisqu'ils construisent en quelque sorte une justice cosmopolitique. Donc tout ça pour dire que cette référence à une justice qui s'appliquerait à l'échelle du monde sans qu'elle ne pose de questions au regard de l'idéal cosmopolite, ne va en réalité pas tant de soi que cela. Pour le cosmopolite, oui, enfin au moins elle peut être critiquée. De même on pourrait critiquer l'idée qu'au nom du respect entre les peuples, entre les cultures, entre les traditions, on mette en avant une vision des droits de l'homme ou une vision de la justice qui va forcément rencontrer d'autres visions de la justice. Voilà. Comment on va décider ? Enfin, est-ce que même décider que l'une est universelle, ça n'est pas déjà nier ce que j'entends promouvoir par ailleurs. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, vous voyez ? Qu'est-ce que vous entendez par des conflits entre différentes conceptions de la justice ? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'on invoque parfois en disant cette conception, appelons-la droit de l'homisme pour faire simple, c'est un faux universel, c'est une invention de l'Occident, etc. Non, c'est ça, d'accord. Ça fait quand même partie. Et que ça se heurte aux conceptions, par exemple, qu'on a, par exemple, que
sur l'égalité des hommes et des femmes, des choses comme ça. Voilà. L'individu, tout ça. Oui. D'accord. Et que le rôle de l'individu par opposition à la société globale, etc. Et même si on valide l'histoire donc d'une référence aux droits de l'homme, d'abord elle peut être interrogée sur le plan pratique, et ensuite encore une fois les principes de la justice. C'est intéressant, je crois, de voir d'où vient le débat sur les théories de la justice, et de voir que, y compris chez celui qui produit ces principes, son application à l'échelle extranationale, on va dire, pose pas problème, est impossible. Voilà. D'accord, ça, la critique de Rawls, auquel il répond d'ailleurs très mal lui-même dans son deuxième ouvrage, mais ce serait l'objet d'une autre interrogation, puisque nous n'avons pas la chance de bénéficier du concours de Rawls lui-même aujourd'hui. Alors, une question maintenant qui est au fond centrale, c'est la question du conflit de légitimité. Alors, est-ce que, premièrement, pour éclairer ce conflit, ou pour éclairer cette problématique, on pourrait d'abord distinguer ce que je crois faites, cosmopolitisme et mondialisation, globalisation. Je pense que c'est un éclairage nécessaire, puisque parfois on confond les deux. Ce qui relève du monde, ce serait le mondial, et non pas ce qui relève du cosmos, c'est-à-dire du rapport des individus au monde. Je rappelle que c'est un séminaire, et qu'un des engagements, c'est de venir du début à la fin. Bon, je dis ça évidemment pas pour les gens qui sont encore là, puisqu'ils l'ont bien compris, mais ceux qui partent. On n'est pas obligé de venir, mais si on vient pour l'ensemble du séminaire. Je ferme la parenthèse après avoir fait le gendarme, ce que je fais de temps en temps. La question de la diversité du culturel et la question du sentiment d'appartenance culturelle. On ne va pas prendre des exemples trop dans l'actualité. On va pas non plus prendre des exemples du fait que le cosmopolitisme est plutôt en train de perdre du terrain depuis quelques années, depuis peu de temps, à l'échelle en tout cas européenne, même si à l'échelle, au contraire des pays du Sud, il est en train, au contraire, je crois, de gagner du terrain. Mais la question est la suivante. Comment vous répondez, vous, à l'intérieur de votre position de la défense du cosmopolitisme institutionnel, sur la question de la diversité culturelle? Est-ce que le cosmopolitisme est ou n'est pas, le cosmopolitisme tel que vous le défendez, est ou n'est pas un obstacle, ou au contraire incite davantage, ou au contraire à la diversité culturelle, etc., etc. Voilà, ça c'est la question centrale à mon avis. Sur la distinction, en fait, quand j'ai commencé par recenser différents types de cosmopolitisme, il faut avoir à l'esprit peut-être que dans le dictionnaire de l'encyclopédie de Stanford, l'article très très sérieux qui est fait par de grands spécialistes sur le cosmopolitisme introduit le cosmopolitisme économique, qu'il prend comme synonyme de ce qu'on appelle la mondialisation, les processus de mondialisation. Or, je crois que là c'est trop rapide. Ce qu'on a appelé la mondialisation économique, la globalisation économique, suppose, d'ailleurs c'est dans les termes, un marché global. Or, ce qui caractérise le marché, si je peux me permettre, c'est que tout soit mis à niveau. Il y a un marché, c'est un espace neutre où on peut commercer. Dans l'histoire du concept de cosmopolitisme, il y a non seulement pas cela, citoyen du monde, ça veut dire un citoyen, ça habite quelque part, ça a une maison quelque part, c'est sa maison qui est quelque part, qui est implantée quelque part, et ce quelque part, c'est pas n'importe où. Donc il y a d'abord, on pourrait dire presque conceptuellement, une opposition. Mais je fais quand même deux observations. D'abord, historiquement, pour qu'on puisse parler de citoyens du monde, il faut soit qu'on soit au niveau purement théorique, c'est-à-dire stoïcien. Le monde, c'est une citoyenneté, pardon pour la formule qui a toujours l'air un peu bizarre, mais une citoyenneté cosmique. C'est-à-dire c'est en dehors du monde, c'est ailleurs, dans une communauté rationnelle. Et puis le terme disparaît pendant 20 siècles.
et il réapparaît après qu'il se soit passé quelque chose, quelque chose dans le monde. Et ce quelque chose, c'est ce que je proposais d'appeler rapidement un effondrement des mondes. C'est quand même un paradoxe. Il faut bien qu'il n'y ait plus qu'un monde, ou plutôt que je puisse me représenter le monde comme un monde pour pouvoir m'en dire citoyen. On dit, dans les dîners, on ne dit pas « je suis citoyen des mondes ». On dit « je suis citoyen du monde ». Ça veut dire qu'on postule qu'il existe un monde. Or ça ne va pas de soi. Le paradoxe, c'est que, paradoxe, je ne sais pas, ça s'explique historiquement, il a bien fallu découvrir le monde, mais quand on a découvert le monde, la diversité des manières de vivre, etc., le réflexe n'a pas du tout été, c'était trop différent, très probablement. Et donc on n'a pas pu, comme par hasard, le concept n'a pas ressurgi. Il ressurgit une fois que l'altérité a été un peu digérée, acceptée, comprise, on va dire. Ça, c'est le plan historique. Sur le plan factuel aujourd'hui, donc ça suppose, on va dire, un effondrement de la trop grande diversité. Peut-être qu'on pourrait le dire comme ça, je ne sais pas. Le fait aujourd'hui, du cosmopolitisme institutionnel en particulier, c'est que non seulement non seulement des institutions de cette nature, comment on pourrait dire, supportent la diversité culturelle, mais qu'elles la permettent. Et il y a des exemples très simples dans lesquels des cultures sont en train de disparaître dans certains pays. Je ne sais pas, on fait un grand barrage, ça noie toute une partie de telle forêt dans lequel certaines cultures disparaissent. Et la manière que ces cultures ont de se sauver, c'est de faire appel à une autre échelle. Une échelle supérieure à l'échelle nationale, où cette question peut être réglée. Eh bien, l'idée que la multiplication des échelles de gouvernance, que la démocratisation de chacune de ces sphères permettent de préserver la diversité culturelle, je crois que ça dit bien dans quel état d'esprit le cosmopolitisme institutionnel traite la diversité. Mais le conflit des loyautés ne se pose pas seulement en ces termes, je sais que l'heure tourne, je veux juste en dire un mot. Le conflit des loyautés, c'est aussi comment toi, tel individu, tu peux être en même temps des deux. Comment tu peux appartenir à deux corps politiques différents, parce qu'ils sont différents. Et c'est important, ça n'est pas une vue de ça n'est pas une... Juste sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord que ça c'est le vrai problème. Mais n'est-ce pas le cas tout le temps? Je veux dire, on peut se définir comme certains le font, musulmans et français, français et européens, et juifs, et je peux rajouter. Bon, vis-à-vis duquel il y a des différents types de loyauté. Est-ce que le fait de rajouter une couche en disant citoyenneté du monde change ou ne change pas la question? Oui, ça se fait même parfois en termes de citoyenneté. Alors on est citoyen européen, mais enfin, elle n'est pas extrêmement sensible pour nous, mais il y a des situations dans lesquelles différentes citoyennetés existent. Il y a des exemples de villes aux États-Unis qui ont produit, j'en parle rapidement je crois, mais c'est très intéressant, qui produisent des cartes d'identité de la ville. Vous êtes citoyen de San Francisco, ça vous ouvre des droits spécifiques, en plus d'être citoyen de tel État et puis des États-Unis. Donc, bien sûr, ça existe, mais ça pose quand même des problèmes, et ce sont des problèmes qui sont, comment on pourrait dire, qui structurent les études cosmopolitiques contemporaines, et qui les structurent depuis le retour du concept. Je rappelle Rousseau qui dit « Méfiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin des devoirs qu'ils ne sont pas capables de satisfaire ici », en gros. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un refuge vis-à-vis de la société civile mondiale, par exemple, c'est quand même très intéressant. Est-ce que ce n'est pas un refuge pour aller se projeter bien loin pour se dédouaner de ma citoyenneté réelle qui me serait pesante pour d'autres raisons. Voilà, c'est aussi en ces termes.